Donc, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Je suis Frédéric Hébert de la société DBE et nous avons décidé de nous associer avec Optimex Data pour organiser ce webinaire. Alors, nous sommes intégrateurs de solutions Microsoft, ERP Microsoft, et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'interopérabilité, de disponibilité des solutions de gestion qui intègrent des données personnelles, forcément, puisqu'on parle aussi de CRM, et donc il y a forcément de la donnée personnelle qui transite, de la donnée salariale qui va transiter via l'ERP, les réseaux de communication comme Microsoft Teams, Outlook, etc. Et donc, il nous paraît important maintenant de commencer à communiquer sur les lois de protection des données. Et comme nous sommes aujourd'hui basés à la fois en Suisse et en France, ça nous paraissait important d'échanger avec les deux pays parce que forcément, il y a des ressortissants de l'Union européenne, que ce soit dans le nord de la France, du côté haut-savoyard, du côté allemand ou italien, avec donc des personnes qui tous les jours travaillent en Suisse auprès des entreprises suisses, mais qui résident en France et donc qui sont soumis à toutes les réglementations concernant la loi de protection des données personnelles. Donc pour ça, nous avons décidé de travailler avec Optimex Data et Sandrine. Et voilà, je vais laisser la parole à Sandrine pour qu'elle puisse se présenter et dérouler la présentation convenablement. Bonjour à tout le monde, merci Frédéric pour cette introduction. Donc, je me présente, je suis Sandrine Riosec de la société Optimex Data. Nous sommes basés en France et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement pour les organismes dans leur mise en conformité au RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. Et on est amené, à travers nos clients et les questions de nos clients, à s'interroger sur la relation avec la Suisse. Donc, quand Frédéric m'a proposé d'animer ce webinaire, c'était avec grand plaisir pour qu'on puisse un petit peu poser les choses, quelle est la différence entre la loi suisse et la loi européenne, enfin le règlement européen. Donc, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer, donc à titre d'information, le webinaire est enregistré pour qu'il puisse être diffusé en replay par rapport aux personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Pour tout ce qui est questions-réponses, je vous invite à poser les questions dans ce qui est prévu sur Teams. Il y a les deux petites bulles questions-réponses avec le point d'interrogation. Certains ont déjà dit bonjour et confirmé qu'ils entendaient bien. Donc, c'est à cet endroit-là que je vous laisserai poser les questions et puis on y répondra en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas, même pendant le déroulé du webinaire, à poser toutes vos questions. Donc, je vous propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet, la différence entre la Suisse et l'Union européenne. Donc, la Suisse, il faut savoir qu'elle ne fait pas partie de l'espace économique européen. Même si ce pays est membre de l'Association européenne de libre-échange, ça ne la soumet pas forcément au RGPD. D'accord? Donc, par rapport à l'historique et aux dates importantes, on vous a mis une petite ligne de temps pour comparer les décisions au niveau de l'Union européenne et les prises de décision au niveau de la Suisse. Donc, on voit que c'est très récent, le 25 septembre 2020, il y a eu le vote pour le projet de la loi fédérale sur la protection des données. Et en 2018, donc 25 mai 2018, l'entrée en vigueur du RGPD. Donc, ça fait pile poil 3 ans aujourd'hui que le RGPD est entré en vigueur. Donc, c'est une bonne idée pour animer ce webinaire tous ensemble aujourd'hui. L'objectif, ça va vraiment être sur la première partie de regarder les différences, les similitudes et après de regarder par rapport aux obligations de chacun des textes. Est-ce qu'on s'y retrouve ou pas en fonction de si on dépend du RGPD ou de la loi suisse. Donc déjà, pour qu'on ait tous les mêmes termes, il faut identifier les différences qu'il peut y avoir entre les deux textes, à savoir qu'au niveau de la Suisse, ils ont adapté certaines terminologies
par rapport à ce qui est déjà présent au niveau du RGPD. Donc, notre fameux délégué à la protection des données, la personne qui est en charge et référente sur ce sujet-là, il faut savoir qu'en Suisse, il ne s'appelle pas le délégué, mais plutôt le conseiller à la protection des données. Également, en France, on parle de l'autorité de contrôle, alors qu'en Suisse, on parle plutôt du préposé fédéral, donc PFPDT, qui est vraiment l'autorité en Suisse qui va permettre de réguler les questions en lien avec la protection des données, de répondre aux éventuelles questions des organismes. Donc, c'est l'équivalent au niveau de la France de la CNIL. Ensuite, la terminologie de transfert de données. Quand on a des données personnelles qui peuvent transiter en dehors de l'Union européenne, en dehors de la Suisse, au niveau du RGPD, on va parler de transfert de données, alors que sur la loi suisse, on parle plutôt de communication de données à l'étranger, ce qui est exactement la même chose en termes de signification. C'est très proche, mais il y a des terminologies qui sont vraiment propres à la loi suisse. Ensuite, le droit à la portabilité, on va y revenir quand on parle des droits. On parle plutôt de droit à la remise ou à la transmission de données personnelles. Mais concrètement, ça va être la possibilité de récupérer les données qui nous appartiennent et de les transférer, de les remettre sur un autre service. Et enfin, tout ce qui est violation de données. Donc, on en entend beaucoup parler, malheureusement, aux actualités avec tout ce qui est rançon logiciel, attaque, cyberattaque. Donc, il faut faire une notification de violation de données sur le plan du RGPD, alors qu'au niveau de la loi suisse, on parle d'une annonce des violations de données. Donc, on voit que ces termes sont très proches les uns des autres. Il y a des particularités et des adaptations pour la Suisse, mais il y a quand même une majorité des termes, là je vous ai mis quelques exemples, qui restent les mêmes et qui sont vraiment l'équivalent entre les deux textes. Maintenant, je pense que c'est important aussi de se poser la question sur le champ d'application, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va devoir respecter le texte du RGPD, quand est-ce qu'on va devoir respecter le texte de la loi suisse. Donc, au niveau du RGPD, ça concerne vraiment toutes les données personnelles concernant des ressortissants de l'Union européenne. On retrouve exactement la même similitude par rapport au traitement de données à caractère personnel pour les citoyens suisses. Donc là-dessus, il n'y a pas de grosse différence puisqu'on voit que la similitude est là, qu'on soit dans l'Union européenne ou en Suisse. La vocation, ça va être de protéger les données personnelles des ressortissants du territoire. Peu importe où ils se trouvent, peu importe où le traitement a lieu, il va falloir protéger ces données personnelles. Ensuite, au niveau des principes, donc qui va être concerné, au niveau du RGPD, on parle vraiment de toutes les personnes morales. À partir du moment où ça touche, où c'est une personne physique, elle est pas dans l'obligation de respecter toutes les exigences du RGPD. C'est vraiment lié aux personnes morales, donc les sociétés, les associations et le secteur public en France, l'administration. En Suisse, c'est écrit que ça concerne tout le monde. Donc, effectivement, il y a des exceptions. Et au final, on se rend compte que les personnes restent les mêmes. Ça reste aux organismes de se mettre en conformité, qu'on soit en Suisse ou dans l'Union européenne. Et ensuite, donc, bien évidemment, la loi suisse doit s'appliquer sur le territoire de la Suisse, mais également sur le reste du monde. On retrouve vraiment cette similitude avec le RGPD, c'est-à-dire que même s'il y a des ressortissants suisses, il va falloir protéger leurs données personnelles, même si elles sont traitées en dehors de la Suisse. Donc, on retrouve vraiment ce parallèle entre les deux textes de loi au niveau de l'application. Donc, c'est quelque chose de plutôt intéressant et ça vient confirmer le fait que l'Union européenne a considéré la Suisse comme étant un pays adéquat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes spécifiques pour transférer des données vers la Suisse, que c'est considéré comme un pays qui respecte les mêmes exigences que l'Union européenne avec le RGPD.
Maintenant qu'on a fait le tour de l'application de ces deux textes de loi, je vous propose de se pencher un peu plus sur les principes. Et c'est là où on va avoir quelques différences par rapport au RGPD. La loi suisse reprend tous les principes qu'on peut trouver au niveau du RGPD. Donc, on a ce principe de licéité, loyauté, transparence. Donc, quelle est la base légale en fait qui nous autorise à utiliser des données personnelles? C'est juste les articles qui vont être différents, les numéros d'articles qui vont être différents dans les textes. On retrouve également ce principe de minimisation des données, c'est-à-dire on ne va pas recueillir plus de données que nécessaire. Par exemple, dans un formulaire d'inscription, on ne va pas demander des données qui ne vont pas nous servir à traiter la demande. Le principe d'exactitude, donc là, l'exactitude, c'est être sûr que toutes les données qu'on a dans nos systèmes d'information ou dans nos dossiers sont correctes et sont à jour. Donc là, c'est le gros challenge du RGPD. On le retrouve également dans la loi sur la protection des données suisse. Il faut conserver des données et les mettre à jour régulièrement. Ensuite, on retrouve ce principe de limitation des finalités. Quand on traite des données, c'est pour une finalité précise et pas pour d'autres finalités sans avoir averti la personne. Ensuite, on retrouve tout ce qui est limitation de conservation. Là, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conserver indéfiniment des données. On doit avoir une politique d'archivage et une politique de suppression des données. Et le dernier sujet qui est l'intégrité et la confidentialité des données. On le retrouve aussi dans ce projet de loi suisse. Donc là, c'est tout ce qui touche à la sécurité des données. Donc sécurité physique et sécurité informatique. Après, la petite différence qu'on peut avoir sur ces principes, c'est que le premier principe que je vous ai décrit, le principe de licéité, au niveau de la loi suisse, elle n'impose pas forcément de justifier cette base légale, comme ça peut être une vraie exigence au niveau du RGPD. Alors, il y a des cas spécifiques, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'au niveau du RGPD, chaque fois qu'on traite des données, on doit dire sur quelle base légale on se fonde, en fait, sur quelle licéité, sur quel principe on se base. Alors que la loi suisse est beaucoup plus souple à ce niveau-là. Et on va le retrouver sur la suite, le droit des personnes, il y a aussi un peu plus de souplesse. Donc voilà pour les grands principes. On les retrouve tous. On voit vraiment cette similitude par rapport à tous les principes qui sont présents dans le RGPD. On les retrouve dans la loi suisse. Ensuite, au niveau du RGPD, il y a un sujet qui arrive souvent quand on parle avec les organismes, c'est leur fameux registre des traitements. Registre des traitements, c'est le document qui vient lister tous les traitements qui sont réalisés au sein de la structure qui nécessitent l'utilisation de données personnelles. Donc là, clairement, c'est un copier-coller de notre article 30 du RGPD au niveau de la loi suisse. C'est juste un article différent chez eux qui est l'article 12. Mais concrètement, le contenu reste le même, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de tenir un registre des traitements quand on est nous-mêmes responsables de traitement ou quand on peut être sous-traitant pour nos clients, réaliser des traitements pour le compte de nos clients. C'est le cas pour les prestataires informatiques, pour les cabinets d'expertise comptable, pour les cabinets de recrutement et j'en passe plein d'autres. Donc là, on retrouve exactement la même chose. On doit avoir ces deux registres de traitement qui viennent lister les traitements réalisés au sein de la structure. Donc là, pas de grande surprise, pas de grands changements en tout cas entre la Suisse et l'Union européenne. Là où on va voir des changements, ça va vraiment être sur la gestion des droits des personnes. Donc là, le droit le plus important, je dirais que nous, on classe en premier, c'est le droit à l'information. C'est informer les personnes sur le fait qu'on détient des données sur elles et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, au niveau de la diapo que je vous ai présentée ici, vous avez les obligations du RGPD.
et celles qui sont barrées, c'est celles qu'on ne va pas retrouver dans la loi informatique et liberté. Donc effectivement, quand on va faire une mention d'information en bas d'un formulaire, quand on va faire une mention d'information sur un document à remplir qui va collecter de la donnée personnelle, on aura moins de choses à indiquer quand on dépend de la loi sur la protection des données suisse ou par rapport au RGPD. Donc là, on voit qu'il va falloir, l'identité du responsable de traitement, c'est quelle structure va recueillir cette donnée-là. La finalité, pourquoi on va recueillir vos données? Est-ce qu'il y a des destinataires? Est-ce qu'on va les transférer à certaines personnes? Les catégories de données qu'on peut récupérer, vos noms, prénoms, des coordonnées bancaires, de localisation ou autres. Bien informer si jamais il y a des transferts de données. Et toute cette partie-là barrée donc sur la durée de conservation, sur les informations sur le fondement légal, c'est ce que je vous disais à l'instant, ou l'existence des droits et leur lister tous leurs droits, ce n'est pas obligatoire de mentionner ces points-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas informer la personne en tant que telle, mais c'est juste que l'information sera beaucoup plus légère au niveau de la Suisse. On retrouve quand même la même obligation que le RGPD en cas de collecte des données auprès d'une personne. On a 1 mois au maximum pour informer la personne concernée. On sait qu'au niveau du RGPD, les recommandations, c'est d'informer la personne physique quand c'est un particulier, idéalement au moment de la collecte, au moment où on récupère ces informations et au plus tard au moment du premier échange. Donc là, c'était le droit à l'information. On a le droit d'accès qui est un droit aussi, nous, en tout cas, on le constate beaucoup chez nos clients, un droit d'accès, c'est-à-dire que les clients ou même des salariés peuvent demander à une structure de savoir quels droits, quelles données vous avez sur moi, qu'est-ce que vous en faites, je veux savoir ce que vous avez et éventuellement le récupérer. C'est ce qu'on appelle le droit d'accès. Donc là, on retrouve aussi le délai de réponse de 30 jours. Nous, on a 1 mois pour y répondre. Donc là, on retrouve également une similitude. Mais c'est vrai que au niveau de la structure de la loi suisse, les droits ne sont pas dans le même article. Ils sont un peu éparpillés et on va les retrouver sur certains articles. Là où dans le RGPD, tout est centralisé au même endroit. C'est vrai qu'au niveau de la loi suisse, il y a 2 articles, c'est les informations nécessaires pour recueillir ces données-là. Enfin, il y a vraiment 2 articles distincts. Ensuite, donc les articles qui sont un peu différents en termes de terminologie, c'est le droit à la remise ou à la transmission des données. Donc, c'est vraiment la terminologie qui va être différente, mais c'est vraiment un équivalent en termes de droit. C'est notre fameux droit à la portabilité au niveau du RGPD. Pareil sur tout ce qui va être droit à la rectification, droit d'opposition, droit d'effacement, on le retrouve à ce niveau-là dans la loi suisse. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est des articles différents. Donc, c'est vrai qu'on ne ressent pas, en tout cas, nous, c'est l'analyse qu'on a pu en faire en interne au niveau d'Optimex Data, c'est que la loi suisse, on va retrouver ces droits des personnes qu'on a dans le RGPD, mais on a l'impression que ça va être moins mis en avant, que l'importance du droit des personnes est un peu distillée dans 2 chapitres différents. C'est le droit de la personne concernée et les dispositions particulières par rapport aux personnes. Donc, c'est vrai qu'en termes de taille, on n'a pas le même niveau de détail sur la loi suisse qu'on peut retrouver par rapport au RGPD.
Ensuite, on passe sur ce que nous, on appelle dans notre jargon le DPO ou le DPD au niveau de l'Union européenne. C'est le délégué à la protection des données. C'est la personne qui va vraiment être en charge de veiller à la conformité, de s'assurer que la structure pour laquelle il travaille respecte bien les exigences du RGPD. Donc, le DPO en Suisse s'appelle le conseiller à la protection des données. Donc, si on veut faire l'abréviation, c'est le CPD. Et là, pour le coup, il y a une grande différence par rapport au RGPD. C'est qu'il n'y a pas d'obligation de nommer donc un CPD, un conseiller à la protection des données. En revanche, si jamais on décide de désigner officiellement un CPD, on va avoir des exigences moindres au niveau de la Suisse et ça va nous permettre d'être, voilà, c'est ce qu'on appelle le régime d'avantage en cas de respect de certains critères. Donc, on voit que c'est vraiment un plus si jamais on a un conseiller à la protection des données. Parce qu'il va nous permettre d'avoir, c'est ce qu'ils appellent la garantie d'indépendance. Donc, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, ça on retrouve la même chose. Et ensuite, notre équivalent au niveau de la CNIL, comme on peut avoir donc pour le coup en France, chaque pays de l'Union européenne a sa propre autorité de contrôle. En France, on a la CNIL, alors qu'en Suisse, l'autorité de contrôle, c'est le préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence. Donc, c'est un petit peu long, mais c'est l'équivalent en fait de notre CNIL française. Donc, il y a un article qui lui est consacré pour expliquer un petit peu ses missions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport aux sanctions. Donc, on sait que le RGPD a considérablement augmenté les sanctions financières en cas de non-respect des exigences au RGPD. En Suisse, ils ont également augmenté le plafond des amendes, puisqu'on était à 10 000 francs suisses avant, et là, on passe à 250 000 francs suisses. Donc, j'ai mis l'équivalent en euros, ça fait environ 230. Alors, je ne sais pas si le cours est toujours d'actualité, mais ça donne des idées de grandeur. Donc, on voit aussi que là, il y a quand même une volonté d'augmenter ce plafond d'amende pour quand même avoir un intérêt dans le respect de cette loi. Donc, on est vraiment dans cette similitude et dans ce parallèle qu'on retrouve entre la volonté de l'autorité de contrôle en Suisse et en France. Ensuite, par rapport à tout ce qui va être violation de données. Donc, je vous l'ai dit, on ne parle pas de notification de violation de données, mais plutôt d'annonce des violations de données. Donc là, c'est l'équivalent pour le RGPD. Nous, au niveau du RGPD, au niveau de l'Union européenne, le texte prévoit de notifier au plus tard 72 heures après en avoir pris connaissance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu une violation de données, une cyberattaque un samedi, mais on s'en aperçoit que le lundi matin. Donc, on a 72 heures à partir du lundi matin pour notifier à la CNIL cette violation. Il faut savoir qu'au niveau de la loi suisse, ils mettent uniquement dans les meilleurs délais. Donc, il n'y a pas cette notion d'échéance de 72 heures. C'est au mieux, dans les meilleurs délais, il va falloir informer le PFPDT, donc le préposé fédéral, l'autorité de contrôle. Ensuite, on retrouve quand même les mêmes informations à transmettre à l'autorité de contrôle et on retrouve cette similitude de qui doit réaliser cette annonce de violation de données ou cette notification, qui doit le faire. Au niveau du RGPD, c'est une obligation pour le sous-traitant d'informer le responsable de traitement et on retrouve exactement la même chose sur la loi suisse.
Un dernier point qui est abordé aussi, c'est comment sont prévus, comment sont gérés les transferts de données à l'étranger. Donc, au niveau du RGPD, on a des pays adéquats comme l'est la Suisse pour pouvoir transmettre des données en dehors de l'Union européenne. Après, il y a d'autres pays qui ne sont pas considérés comme adéquats où là, il faut mettre en place des règles contraignantes et des mesures adéquates pour garantir la sécurité et la protection des données qui seront transmises en dehors de l'Union européenne. Au niveau de la loi suisse, il y a des obligations aussi pour les entreprises qui ne sont pas implantées en Suisse, mais qui vont traiter des données de ressortissants et d'habitants suisses. Il va falloir désigner un représentant en Suisse. On a exactement la même chose au niveau du RGPD, c'est-à-dire cette notion de représentant, comment c'est géré. Donc, ça permet de faire le parallèle avec le RGPD. C'est vraiment une obligation qu'on va retrouver, c'est-à-dire que quand on est une entreprise principalement qui peut traiter des données de personnes en Suisse, mais la société n'est pas basée en Suisse, n'a pas d'établissement, n'a pas le siège social en Suisse. À ce moment-là, il faudra désigner un représentant qui va permettre de faire le lien entre les habitants en Suisse et le lien avec l'entreprise qui traite ces données-là. On retrouve exactement la même chose au niveau du RGPD. On l'a bien vécu avec le Brexit qui a eu lieu, où toutes les entreprises qui peuvent être basées en Angleterre et qui traitent des données pour des ressortissants européens doivent à ce jour désigner des représentants. Nous, c'est vrai qu'on a été sollicités par des structures en Angleterre qui avaient besoin d'un représentant parce qu'ils n'avaient pas d'établissement en France. Un cas très concret, c'est principalement tous les sites marchands. Les sites marchands peuvent avoir leur siège en dehors de la Suisse ou en dehors de l'Union européenne. Et à ce moment-là, ils vont vendre à des ressortissants européens ou à des personnes qui vivent en Suisse, des Suisses. Et à ce moment-là, il faudra qu'ils désignent un représentant pour que leurs clients puissent faire valoir leurs droits, puissent avoir des informations concernant leurs données personnelles. Donc là, on retrouve vraiment cette similitude-là en termes de représentants pour les pays, pour les structures qui n'ont pas d'établissement au sein de la Suisse ou qui n'ont pas d'établissement au sein de l'Union européenne pour le RGPD. Donc là, on a vu quand même très rapidement les grandes différences. L'idée, c'était de vous présenter dans les grandes lignes par rapport aux obligations qu'on a au RGPD, qu'est-ce qu'il en est de la loi suisse qui est sortie l'année dernière. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes, qu'on va se retrouver sur beaucoup de sujets entre la Suisse et l'Union européenne. Après, il y a quelques souplesses qui ont été accordées au niveau de la loi suisse, notamment sur le droit des personnes, le droit à l'information, notamment sur la violation de données. Donc, on voit qu'il y a quand même quelques souplesses qu'on n'a pas forcément dans le RGPD. Mais dans les grandes lignes, on retrouve les mêmes aspects. Je voulais juste conclure parce qu'on a eu au niveau de la France le bilan de la CNIL sur 2020 et les objectifs de 2021. Je trouve que c'était plutôt intéressant de finir là-dessus pour laisser une ouverture et voir ce qu'il en sera dans 1 an, 2 ans ou 3 ans en Suisse si on retrouve cette similitude-là, puisque les textes sont quand même très semblables. Il faut savoir qu'en France, au niveau de la CNIL, il y a eu 3 axes majeurs qui vont occuper 2021. Bon, donc, il y a les cookies, ça, ceux qui s'intéressent un petit peu au RGPD, je pense que vous l'avez vu passer, c'est la mise en conformité des sites Internet et des fameux bandeaux où il faut refuser et avoir la possibilité de refuser tous les cookies, de paramétrer ou de tout accepter.
Donc là, ça a été une deadline qui est arrivée le fin mars 2021. Et à partir d'avril, la CNIL est en mesure de contrôler les sites Internet par rapport à ces sujets-là. Il y a aussi tout ce qui est relatif aux données de santé. Un gros effort sera apporté là-dessus. C'est principalement lié à toutes les attaques qu'il y a pu y avoir en France, liées à la crise Covid, des attaques, des cyberattaques de certains hôpitaux ou cliniques. Donc vraiment sécuriser les données de santé. Et en lien forcément avec le troisième point, c'est la cybersécurité. Comment contrôler efficacement son niveau de sécurité et comment anticiper en amont en formant bien les équipes aux risques potentiels, comment détecter une suspicion d'attaque, comment réagir correctement quand on est en possession de données personnelles. Donc voilà un petit peu les grandes lignes qui apparaissent. Et encore une fois, la volonté de la CNIL, c'est vraiment de renforcer les dispositifs d'accompagnement pour les structures et de ne pas être seulement perçu comme une autorité de contrôle qui va venir sanctionner et faire des contrôles sur place, en ligne ou autre. J'ai tenu quand même à vous partager ces informations-là parce que je pense qu'elles sont intéressantes pour vous et ça peut être aussi intéressant de voir dans 1 an ou 2 ans qu'est-ce qui va devenir au niveau de la Suisse. Est-ce qu'il y aura ces mêmes interrogations, ces mêmes sujets qui vont ressortir par rapport à tout ce qu'on a vu, nous, depuis 3 ans au sein de l'Union européenne. J'ai fait le tour volontairement, ça a été quand même assez rapide, on a abordé les points principaux. Après, là, je vous laisse le soin de faire un échange de questions-réponses. Je vais regarder s'il y en a déjà eu. Alors oui, Sandrine, je te remercie. Et il y a déjà une question qui est: la loi suisse affirme-t-elle le principe d'accountability? Alors, l'idée, ça va être la même, c'est ce qu'on retrouve. Il y a ce principe-là de mettre en place la accountability, c'est s'assurer qu'on est en conformité, que les traitements sont en conformité avec les exigences là de la loi suisse. On retrouve bien sûr la même chose, c'est-à-dire que ça va passer par la mise en place du fameux registre. Ça va passer par la mise en place de mentions d'informations pour expliquer ce qu'il en est, sachant qu'il y a quand même une souplesse au niveau de la loi suisse sur les droits. En tout cas, nous, on l'a perçu comme ça. On a eu un complément d'information qui nous dit que la première campagne de contrôle cookies réalisée par la CNIL le 18 mai 2021, et il y a eu une vingtaine d'entreprises qui ont été mises en demeure déjà. Ok. Alors, là pour le coup, j'ai pas suivi les chiffres, donc oui, c'est intéressant de savoir qu'il y en a une vingtaine qui a été mise en demeure. Alors, sans avoir les raisons de ces mises en demeure, il faut savoir qu'il y a certains sites internet qui ont demandé, si jamais on refuse des cookies, de faire payer pour accéder au contenu, ce qui est totalement interdit. Donc, je ne sais pas si ça portait là-dessus, les mises en demeure, ou si ça portait sur des plaintes. Il faut savoir qu'en général, quand il y a mise en demeure, ça émane d'une plainte ou d'un contrôle en ligne pour ce type de sujet-là. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure, Sandrine, si tu souhaites. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Je pense que c'est un sujet relativement récent. En tout cas, nous, on va suivre de près comment la Suisse va procéder à cette mise en place, comment il peut y avoir une répercussion aussi sur les pays limitrophes au niveau de l'Union européenne. Donc, principalement, nous, on est basé en France, donc voir l'impact que ça peut avoir en France. On a, nous, déjà des clients qui nous demandent de les accompagner aussi sur leur établissement qui sont en Suisse et ils sont également en France. Donc voilà, je trouve que le sujet est assez nouveau.
mais quand même à suivre de près pour savoir qu'est-ce qui va se passer en Suisse. Est-ce qu'il va y avoir le même engouement ou pas, sachant que ça a pris quand même du temps à se mettre en place au sein de l'Union européenne. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez contacter Frédéric ou moi, on vous laisse les coordonnées. Et dans tous les cas, on aura le replay, je pense, qui sera accessible en ligne ou à minima le support là qu'on vous a présenté aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Frédéric pour… Merci à toi pour tes éléments précieux. Nous vous souhaitons une belle journée. À très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.